Lorsque j'étais enfant, en passant devant un cimetière, mon père me disait que là c'était l'endroit où nous sommes vraiment égaux. Et il avait raison. Cependant, je crois que nous ne sommes pas tous égaux devant la mort. J'explique mon point de vue. Je pense qu'une personne avec un style de vie sain, une bonne alimentation, avec des exercices et avec une bonne position financière, définitivement est mieux placée dans une lutte entre la vie et la mort, dans la mesure qu'il peut s'acheter les meilleurs traitements et consulter les meilleurs spécialistes. Nous pouvons en conclure que face à une maladie, voire une épidémie, certains sont mieux préparés que des autres à affronter la fâcheuse. La logique des pensées que ce sont les jeunes ayant de bonnes conditions économiques et sociales qui sont le mieux placés. Mais dans l'histoire, il y a eu un cas très particulier où précisément le fait d'être jeune et de bonnes conditions sociales augmentait vos chances de perdre la partie contre la mort. Je pense précisément à une maladie qui est apparue pendant une très courte période et que moi, dans ses débuts, s'est limitée à une zone géographique bien précise, l'Angleterre, d'où le nom de Suède, anglaise ou en latin Suor Anglicus. Les années 1480 ont vu une terrible guerre civile en Angleterre entre deux familles en lice pour le trône de ce royaume, la famille Lancaster et la famille Tudor. Cette guerre est rentrée dans l'histoire sous le nom de la guerre de deux roses, car le symbole de la famille Lancaster était une rose blanche et le symbole de la famille Tudor était une rose rouge. Il y a une petite ville au pays de Galles appelée Bosworth qui était témoin de l'une des dernières batailles entre ces deux camps rivaux. Elle a eu lieu le 22 août 1485 et cette bataille apporta la victoire aux Tudors. Lorsque les vainqueurs sont arrivés à Londres, une maladie a immédiatement éclaté qui s'est rapidement transformée en épidémie. La chose étrange à propos de cette maladie est que c'était quelque chose de jamais vu auparavant. Les symptômes ont commencé par une rhume, des maux de tête, des nausées, des frissons, et de là sont immédiatement entrés dans un état de grande sensation de chaleur, une grande somnolence et très caractéristique, une grande transpiration avec une sueur jaunâtre et fétide. Les gens sont morts déshydratés parce que le médecin de l'époque, toujours confus, croyait qu'il ne fallait pas donner à boire aux malades. Ce qui est significatif, c'est que cette maladie ne s'attaquait pas aux enfants, ni aux adultes plus âgés, ni aux femmes, mais aux jeunes personnes, et plus précisément les mâles aisés. La pauvre victime succombait à sa maladie aussi vite que 4 heures, et s'il réussissait à passer les 24 heures, le patient pouvait être considéré comme hors de danger. Après 1485, lorsque la maladie est apparue et a disparu en quelques mois, il y a eu 4 autres vagues d'attaques, 1507, 1517, 1528 et 1551. L'une des victimes les plus importantes de cette mystérieuse épidémie était le roi Arthur, prince de Galles, qui avait été marié à Catherine d'Aragon, la fille des rois catholiques d'Espagne. Après la mort d'Arthur, héritier du trône anglais,
Catherine épousa son beau-frère, Henri, qui accéda au trône sous le titre d'Henri III. C'est ce roi qui a produit le schisme entre Rome et Londres en créant l'Église anglicane. La chose étrange dans tout cela est que l'épidémie n'a jamais été la frontière du nord de l'Angleterre, et dans très peu de cas, elle a quitté ce pays. Des cas ont été observés à Calais, côté français, et à Anvers, dans la Belgique actuelle. Mais il est logique d'en conclure que cela s'est produit là-bas parce que ces ports avaient une activité économique importante avec l'Angleterre. Ce n'est que lors de la dernière vague, celle de 1551, que la maladie a franchi les frontières, attaquant principalement des pays de l'Europe centrale et septentrionale. La Pologne, l'Allemagne, la Suède, la Lituanie, la Suisse et la Russie ont été touchés. Les soldats turcs qui ont fait le blocus de Vienne sous les ordres de Soliman le Magnifique ont également été victimes de cette maladie. Et c'est une des raisons pour laquelle l'Empire autrichien a été sauvé de la conquête turque. Face à l'ignorance et à la peur, les êtres humains inventent des choses. On disait qu'à Londres, les hommes étrangers qui y vivaient n'étaient pas touchés par la maladie. Cela a permis de penser que c'était une punition divine pour les Anglais pour s'être éloignés de Dieu. La vérité est que la maladie a disparu de la même manière qu'elle a paru, de manière inattendue et sans que personne ne puisse donner des explications, et encore moins à cette époque. Les scientifiques pensent actuellement que l'agent pathogène qui a causé tant de dégâts pourrait être un hantavirus ou peut-être un bacille, connu sous le nom de bacille du charbon. Le bacille du charbon est une maladie avec laquelle la peau de la victime devient toute noire, comme si c'était du charbon, d'où le nom de la maladie. Mais il faut dire que ce symptôme-là ne faisait pas partie des symptômes des victimes de la Suède anglaise. Il ne reste que les scientifiques de nos jours prennent des échantillons des victimes pour connaître qui était le responsable de la Suède anglaise en faisant des tests ADN. C'est ainsi que je finis mon émission aujourd'hui. Si elle vous a plu, vous pouvez vous souscrire, le dire à vos amis. Je vous remercie énormément pour suivre mon travail et comme toujours, je vous dis à la prochaine.